Donc Paradox, c'est un éditeur de jeux en ligne, de jeux, comment ça s'appelle? Euh, c'est un éditeur de jeux de stratégie. Ce qui est intéressant dans cet éditeur, c'est que comme beaucoup d'éditeurs, c'est un éditeur entre guillemets de niche. Et ça, les éditeurs de niche, je vous ai déjà expliqué que c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup parce que quand vous êtes dans la niche, c'est facilement suivable. Voilà, ça c'est très intéressant pour les investisseurs que nous sommes. Pourquoi? Parce que vraiment, quand vous avez des choses comme EA, comme Activision et tout, vous pouvez suivre la stratégie de long terme, mais c'est très difficile de suivre la stratégie de court terme et d'avoir une vision sur la stratégie de court terme et de savoir d'avoir une prévision sur combien va faire de ventes EA au prochain trimestre, est-ce que ça va être bon, pas bon et tout, c'est compliqué. Chez Paradox, vraiment, voilà, vous êtes sur du jeu de stratégie, c'est les leaders du jeu de stratégie, et ça c'est intéressant parce que je pense que quand les gens vont continuer à consolider le secteur, vraiment acheter des leaders sur des niches, c'est des choses très très intéressantes qui vous permettent rapidement de constituer une position de force dans un univers donné. Et là, on est dans l'univers des jeux de stratégie. Et vraiment, bon, après, vous avez d'autres acteurs. Hein. Vous avez Calypso, vous avez voilà, qui est un acteur, Firaxis et tout, mais qui est d'ailleurs maintenant sous la même bannière. Mais voilà, donc on va y aller. Donc chez comment ça s'appelle chez Paradox, voilà. Je vais prendre le slide pour moi. Là, là, là. Hop. Donc chez Paradox, vous avez des ventes au Q4 qui sont en augmentation de 14% par rapport à l'année dernière, donc c'est très très mauvais. Les gens s'attendaient à beaucoup plus que ça. Vous avez des profits qui sont d'ailleurs en baisse de 51% par rapport à l'année dernière sur le Q4. Par contre, sur l'année, vous avez une augmentation des revenus de 39% et une augmentation des profits de 33%. Donc pourquoi est-ce que le marché est pas content? C'est simple, c'est parce que il était beaucoup monté, vraiment de manière très très forte le titre. Et en fait, il s'attendait à un très fort Q4 et avec le décalage des jeux qu'il y a eu, le Q4 a été un peu moins bon que prévu et la sanction est très forte. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir dans le jeu vidéo. On fait beaucoup d'anticipation. Donc quand vous achetez une société de jeux vidéo, vous achetez souvent l'anticipation de réussite d'un jeu. Si ce jeu est un échec, tout de suite vous prenez un pain. C'est un peu comme dans les biotechnologies, mais en moins fort. C'est les biotechnologies en moins fort et en un peu plus prévisible quand même. Mais voilà, ça vous montre vraiment l'importance de ces choses-là et tout ça. Donc après, vous avez des bonnes choses. Hein. Vous avez Empire of Sin qui a été édité et qui a été lancé au Q4, qui a eu un peu de mal au démarrage. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu voilà. Vous avez deux extensions aussi qui ont été lancées. C'est Star King pour Age of Wonder et c'est une extension pour Hearts of Iron, qui est un jeu de stratégie aussi. Et aussi, ce que le marché n'a pas apprécié dans la publication, c'est qu'il va y avoir des retards sur les prochains add-ons chez Paradox à cause du Covid. C'est-à-dire, avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est que les développeurs travaillent en distance et du coup, ils ont pris un peu de retard sur le développement des add-ons. Et ça, il faut bien comprendre. Dans les jeux de stratégie, vous sortez pas beaucoup des jeux de stratégie, mais par contre, ce que vous sortez fréquemment dans les jeux de stratégie, c'est des add-ons. Vous ajoutez du contenu à votre jeu, et du coup, quand vous sortez un jeu, vous le sortez en année 1, et puis en fait, vous allez le monétiser en année N plus 1, N plus 2, N plus 3, en sortant tout le temps du contenu. Pourquoi? Parce que développer un nouveau jeu et repartir from scratch à chaque fois, vu que vous êtes sur une niche, ça serait pas rentable. Donc vous avez besoin d'allonger la durée de vie de votre jeu, et vous l'allongez à travers ces add-ons
que les gens consomment de manière très très fréquente. C'est-à-dire que vous avez une capacité des gens à acheter ces add-ons qui est beaucoup plus forte dans les jeux de stratégie, parce que comme vous êtes sur des niches, les gens ont conscience que quand ils achètent le jeu, ils l'achètent à l'année 1, et puis après il va falloir qu'ils achètent l'add-on à l'année N+1, N+2, N+3 pour avoir le jeu dans sa totalité, exploité dans sa totalité et tout. Et donc ça c'est très intéressant, mais du coup ça vous montre aussi que c'est un risque. C'est-à-dire que quand les add-ons ne sortent pas au bon moment ou sont décalés, badaboum, la bourse elle aime pas ça. Après, c'est quand même une société que je vous invite à très bien surveiller. Pourquoi ? Parce que c'est une société qui est très intéressante de par sa construction, c'est-à-dire de par le fait que vous êtes sur une société qui est vraiment sur une niche, qui est gérée par une femme d'ailleurs, qui est une très très grande patronne, vraiment avec une très bonne vision. Et vraiment, dans ces acteurs un peu du mid-market, vous trouvez des fois des managers d'extrême qualité. Vous aviez un manager d'extrême qualité comme ça, qui était Cédric Lagarrigue chez Focus Home, qui est parti malheureusement à cause d'un conflit avec l'actionnaire majoritaire, celui d'avant, hein, pas celui actuellement qui est Néologie. Et vraiment, quand vous avez un très bon manager dans le jeu vidéo, vous êtes assis dans le TGV et vous pouvez vous dire que même si ça monte et ça descend à certains moments, qu'il y a des pentes, vous craignez pas grand-chose. Et vraiment, voilà, vous avez un acteur qui a une compréhension du domaine qui est très 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 intéressante. Donc on va continuer. Donc là, bon, ils vous parlent de leurs résultats, de leurs échecs et tout. Bon, ça c'est pas grave. Donc là, vous voyez Empire of the Sin. Donc là, vous voyez vraiment bien c'est ce que je voulais vous montrer, c'est la version jeu de stratégie. Donc Empire of the Sin, voilà, vous créez un peu c'est un jeu de mafia où vous gérez votre mafia et vous créez tous vos univers autour de la mafia et tout, et vous allez essayer de faire prospérer votre mafia. Et ça, c'est très intéressant. Et pourquoi c'est très intéressant aussi, Paradox ? C'est parce qu'ils ont des jeux de stratégie très profonds, mais ils sont pas allés sur le mobile. Et ça, c'est pour ça que ça pourrait être intéressant, ça pourrait être une cible intéressante, parce que les licences de Paradox et leurs compétences sur l'aspect stratégique pourraient être utilisées sur mobile. Parce que les jeux stratégiques, c'est des jeux qui se jouent très bien sur mobile. A contrario, un jeu comme, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire, un jeu comme Assassin's Creed, c'est très difficile de le jouer sur mobile. Vous êtes sur un jeu en monde ouvert, où vous voulez voir beaucoup, où vous avez un personnage qui va monter en haut des immeubles, qui va tuer des gens, avec beaucoup de PNJ de personnages qui vont s'agiter autour et tout. C'est très gourmand graphiquement, ça match très peu avec le mobile. Par contre, les jeux de Paradox sont des jeux qui pourraient matcher vraiment bien avec le mobile, et avec la bonne stratégie et le bon fit sur le mobile, on pourrait créer beaucoup de valeur de Paradox. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, vous avez Empire Sin. Après, vous avez Hearts of Iron et Star King, qui sont deux add-ons, deux DLC qui ont été lancés durant le trimestre. Vous voyez aussi que du coup, chez Paradox, vous n'avez pas besoin de lancer beaucoup de jeux. Vous avez un lancement de jeu au Q4 et deux add-ons. Ça vous montre aussi que l'univers de Paradox, il est sur quelques jeux, quelques communautés, et c'est vraiment de l'ultra niche, on va dire. Et ça, c'est aussi très intéressant. C'est si vous avez de l'ultra niche, que vous arrivez à créer une relation avec vos joueurs, à savoir ce que vos joueurs attendent, vous développez des jeux pour eux, et puis après, vous essayez d'agrandir votre niche en créant des jeux un peu moins compliqués et d'aller sur un peu plus le casual. Et ça, c'est beaucoup plus simple d'aller d'un jeu qui est d'ultra niche et de créer une itération de ce jeu et de l'amener sur quelque chose de casual, que d'aller sur un jeu de casual et de créer une itération vraiment spécifique pour aller sur de l'ultra niche. Généralement, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est intéressant pour un acteur de premier ordre d'acheter un studio de niche, parce que vous avez une capacité d'amener ce studio de niche vers des jeux un peu plus globaux et avec un potentiel un peu plus fort. Ce que vous n'avez pas forcément dans le sens inverse. Donc voilà, là ils vous parlent de leurs revenus, ils vous expliquent pourquoi ça a monté, pourquoi ça a descendu. Vous avez la même chose que sur tous les acteurs, vous avez des revenus qui sont très très digitaux. Alors il y a un peu d'avance chez Paradox par rapport aux autres. Pourquoi ? Parce que comme c'est des jeux qui sont surtout des jeux PC, c'est des jeux qui ont digitalisé beaucoup plus vite que les jeux consoles, donc ils étaient en avance. Et ça c'est intéressant aussi, c'est du coup si vous analysiez Paradox il y a quelques années, on voyait bien ce switch vers le digital qu'il y avait et qui était en train de se mettre en place.
Et ça, c'est intéressant du coup d'analyser tous les acteurs du secteur, d'avoir une cartographie et de voir où se situe quel acteur, que fait quel acteur, et du coup vous avez des avantages comme ça. Donc là, il continue. Hein. Voilà, là, ils vous montrent leurs résultats. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a très peu de dilution dans le temps. Hein. Voilà, vous avez très peu de dilution sur Paradox. Ça, vous l'avez dans beaucoup de studios actuellement. C'est-à-dire, c'est des studios qui se diluent très peu maintenant. Pourquoi ils se diluent très peu maintenant? Parce qu'ils ont fait en grande partie leurs investissements et maintenant ils s'autofinancent. Et ça, pour nous, c'est très très intéressant. C'est-à-dire qu'en plus, si vous arrivez à trouver un studio qui est un studio de moyenne gamme, qui s'autofinance, qui crée de plus en plus de rentabilité, qui croît et qui va prendre de la part de marché dans un secteur du gaming qui déjà par lui-même croît, vous avez une capacité au plus tard soit d'investir de manière beaucoup plus considérable, soit de commencer à faire des rachats d'actions. Et alors là, c'est sky is the limit. C'est-à-dire que, imaginons Paradox continue à faire comme ils font là, ils arrivent à accroître, ils investissent comme ça, ils commencent à créer beaucoup de cash, ils s'agrandissent un peu, ils arrivent sur mobile et ils créent des choses, et ben là, vous êtes sur un acteur qui va commencer, s'il n'y a pas de volonté d'aller sur d'autres niches, vous allez voir un gros dividende ou des gros rachats d'actions. Et bon, vous avez très peu d'acteurs qui arrivent à ce niveau-là parce que généralement ils sont rachetés avant. Dans un monde du jeu vidéo où tout le monde cherche des actifs de qualité, voilà, ce genre d'actifs est vite racheté. Là, vous avez les statements voilà, en détaillé. Bon, il n'y a rien de vraiment, vraiment de trucs super précis à dire. Vous avez un truc qui est en hausse, vous avez des résultats qui sont en hausse. C'est duo gaming, voilà. Il n'y a pas de choses vraiment très précises. Alors après, vous avez la balance sheet. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Ça vous montre vraiment le fait que vous avez beaucoup de cash qui se mettent en place dans ces univers du gaming. Vraiment beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que par exemple, quand vous regardez comment ça s'appelle, le développement capitalisé, c'est-à-dire les jeux en développement, vous passez de 500 millions, enfin 566 à 913. Ça vous montre que l'entreprise, elle a entrepris vraiment d'investir de manière très très agressive dans son business. Et ça, vous le voyez dans beaucoup de sociétés de jeux vidéo, c'est important de le comprendre. Ça représente quoi? Ça représente tous les jeux vidéo qui sont en cours de développement. C'est vraiment tous les jeux vidéo qui sont en cours de développement. Et ça, c'est des choses qu'il faut bien vérifier dans les sociétés que vous targetez dans l'univers du gaming. C'est vraiment voilà ce truc en cours de développement. Voilà, on va continuer. Donc du coup, après vous avez le cash. Donc ce que vous voyez, c'est que vous avez un cash en hausse de 519 millions à 668. Vous avez des revenus prépayés un peu en hausse. Alors ça, c'est dû aux préventes dans les magasins, aux choses comme ça. Donc, vous avez vraiment une balance très saine sur cette entreprise. Et vous pouvez vous dire que le jour où ils arriveront vraiment à arriver au pool maximum, c'est-à-dire ils sont pas encore au pool maximum de jeux sur l'univers de la stratégie, mais quand ils auront vraiment atteint l'entièreté de leur niche, ils pourront commencer à être vraiment des cash-co dans cet univers, et en plus d'être des cash-co, ils auront l'avantage qu'on peut d'industrie, c'est-à-dire ils auront créé leur niche et ils ont une niche qui progresse chaque année du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent au jeu, et que du coup, comme il y a plus de gens qui jouent au jeu, vous avez plus de gens qui jouent aux jeux de stratégie et plus de gens qui rentrent dans la niche des jeux de stratégie. Et ça, c'est un accroissement du marché qui est très important et c'est très très intéressant. Donc voilà, le reste c'est pas très. Enfin, c'est intéressant, on pourrait tout détailler, hein, mais c'est pas, c'est beaucoup trop précis pour que c'est un intérêt pour nous. Donc voilà, là vous avez tout l'univers de Paradox, hein, tous les jeux. Donc vous voyez que ça se résume en quelques jeux. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est typé très stratégique et c'est vraiment quelques jeux. Et donc du coup c'est très facile à comprendre. Vous savez très bien quelles sont les ventes de quel jeu. Et ça pour vous c'est intéressant. Et par exemple Empire Sin, c'est un nouveau jeu. Il faudrait voir s'il s'installe dans le temps. Et s'il s'installe dans le temps, ça pourrait être quelque chose d'intéressant
Planetfall, c'est un jeu qu'ils ont commencé à installer il y a quelques années. Ils ont réussi à bien l'installer. Voilà. Vous avez beaucoup de choses qui commencent à se faire. Et je vous invite à surveiller Paradox parce que vraiment, c'est un acteur de la niche des stratégies. Et vous en avez très peu. Vraiment très très peu. Et ça, c'est intéressant. Voilà, voilà. Et ben, je pense que ça va être tout pour ce soir. On a fait le tour. Donc pour ceux qui veulent, voilà, effectivement, ce travail, on le fait. Non, on ne voit plus Europa Universalis. Non, non. On ne voit plus Europa Universalis. La licence leur appartient toujours, il me semble, mais ils ne l'ont pas ressorti depuis quelques temps. Ça montre aussi qu'ils ont du potentiel, entre guillemets, pour recycler des vieilles licences, hein. Mais oui, oui, il y a encore à faire. Mais c'est pour ça que vous avez beaucoup d'investissements chez Paradox, c'est-à-dire ils ont beaucoup de licences et ils n'arrivent pas à tout sortir en même temps. Et comme ils sont sur une niche, ils sont obligés de faire des choix et ils font un roulement de jeu. Et ça, c'est quelque chose qui montre aussi qu'ils sont très intelligents, mais ça montre aussi qu'ils ont besoin de... Voilà, à mon avis, c'est un studio qui a besoin de passer à la prochaine étape. Et la prochaine étape, ça nécessite de passer, à mon avis, à travers une acquisition par quelqu'un d'un peu plus solide qui pourrait leur donner une capacité de sortir vraiment de la niche très 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 forte du jeu de stratégie parce que vraiment c'est des gens qui sont spécialistes du jeu de stratégie mais vraiment de manière très poussée et d'être sur des jeux de stratégie un peu plus ouverts comme fait Ubisoft par exemple. Je pense que par exemple Paradox ça serait un très bon fit d'acquisition pour Ubisoft parce qu'Ubisoft a des jeux de stratégie assez poussés et des jeux de stratégie un peu casual. Ils ont des jeux mobiles qui sont très stratégiques aussi et qui sont voilà. Et du coup, je pense que Paradox serait une super acquisition pour Ubisoft. Après, il faut que Ubisoft fasse l'acquisition et Ubisoft, ils ont jamais fait de grosses acquisitions. Ils ont toujours été un peu réticents à faire des très grosses acquisitions, mais ça serait vraiment un super deal à faire. Et de toute façon, je pense que Paradox, c'est un studio qui croît doucement, sûrement, qui a moins de risques que des gros studios qui cherchent à faire des grosses licences, parce qu'en fait, des grosses licences, vous prenez beaucoup plus de risques financiers. Chez Paradox, vous avez beaucoup moins de risques, vous avez des jeux qui sont décalés au pire, mais vous avez peu de jeux qui sortent et qui sont vraiment mauvais. Parce que vraiment, ils ont une connaissance de l'univers, les développeurs ont une connaissance de cet univers du jeu de stratégie, et voilà, c'est un truc assez unique. Bon, et ben voilà. Alors, bon, bah, Paradox comme ça, les slides de Paradox, c'est la première fois, hein. Les slides de Paradox s'y prêtaient pas forcément de manière très poussée. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas ouf pour nous à présenter. Mais j'ai voulu faire ça pour une fois. Je pense qu'on va se mettre en place ce genre de réaction à chaud sur les slides. Je pense que je vais faire ça sur les boîtes US, les mégacaps US, et qu'on fera du coup des nouveaux lives en gratuit comme ça sur les mégacaps US. Et peut-être après on fera ça aussi sur New Tech Insider Europe. C'est pour réagir sur les résultats des sociétés qu'on a en portefeuille, ce genre de choses, et voir avec vous ou même les sociétés que je suis en train de regarder et qu'on va peut-être mettre dans le portefeuille New Tech Insider. On fera peut-être ce genre de live. Dites-moi si ça vous plaît, hein, qu'on analyse en direct les résultats de sociétés comme ça et qu'on analyse la stratégie des sociétés comme on l'a fait avec EA. Alors c'est encore un début, hein, c'est vrai que ça tâtonne pas mal, hein. C'est que le sixième, donc il faut me laisser le temps de trouver le rythme et tout ça. Et puis sinon, si vous voulez vous abonner, bah, vous pouvez vous abonner à New Tech Insider, hein, on sera très heureux. On essaye d'amener beaucoup de valeur, on va faire le grand lancement bientôt avec beaucoup de valeur donnée et on vous en parlera et il y aura beaucoup de vidéos et tout. On va faire tout ça, voilà. On va essayer de mettre en place des lives de manière assez fréquente pour les abonnés New Tech Insider pour leur donner des stratégies comme on va faire sur les comment ça s'appelle sur les semi-conducteurs et tout ça. Si vous voulez vous abonner, vous avez le lien sur Twitch. Je vous l'envoie aussi dans le chat. Vous pouvez vous abonner à travers ce lien là. Normalement c'est le bon, hein. Voilà. Et puis je vais laisser de la place à vos questions si vous avez des questions sur le marché ou sur ce dont j'ai parlé ce soir. Et puis voilà.
Y a pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter. Hein. Ça fait déjà un certain temps, hein. 1 heure. Va falloir que je le mette à mi de mode. J'ai pas compris. Matt, j'ai pas bien compris. Je comprends pas ce que veut dire mi de mode. Mais si t'as une question, tu peux y aller. Je suis prêt à prendre la question. Et voilà. Je vais attendre encore. Bon, sur mon ordinateur, il est 52 jusqu'à 55. Ah ouais, que tu me mettes. Eh ben, très bien, Stock Creek. Ça me fait plaisir. On était un peu moins nombreux que la semaine dernière. C'est dommage. Parce que du coup, comme vous êtes moins nombreux, il y a moins de questions et du coup, il y a moins de réactions comme ça. Voilà. Encore une fois, je pense qu'il est important au niveau stratégie globale de retenir ce que j'ai dit au début. Hein. C'est vraiment quand vous avez un actif qui n'est pas optimisé à fond, c'est intéressant parce que si vous trouvez les bons investisseurs et que vous avez voilà, ça c'est intéressant pour optimiser cet actif et aller sur quelque chose de créer beaucoup plus de valeur. Et c'est beaucoup plus simple d'optimiser un actif voilà qui n'est pas en amenant un management de qualité plutôt que sur un actif de qualité qui a un management de qualité, amener un management qui a encore plus de qualité et qui va suroptimiser l'actif. Voilà. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je vous encourage à bien, à bien regarder. Le marché des véhicules autonomes, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je dirais que plus vous avez de data, plus vous avez de data variée, et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur sur Opportunité Techno, le problème de l'autonomie et de l'IA au global, hein, c'est quoi? C'est la data. C'est-à-dire que c'est très facile de créer une IA, c'est très compliqué de lui donner un savoir. Et pour lui donner un savoir, il faut que vous ayez des datas de qualité. Et obtenir des datas de qualité, c'est très 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 compliqué. C'est-à-dire que vous pensez que c'est facile, mais c'est pas du tout si facile que ça d'obtenir des datas de qualité. Ça demande vraiment un gros travail. Vous avez des acteurs comme Tesla qui ont vraiment beaucoup de data parce qu'ils sont arrivés en avance avec l'autopilote et tout. Et ça, c'est vrai que ça leur donne un avantage assez considérable. Vous avez d'autres acteurs comme comment ça s'appelle, mince, comme Google qui a beaucoup de kilométrage aussi. Voilà, c'est quelque chose de très compliqué. Après, en plus d'avoir besoin de data, ça vous demande un besoin de calcul et un besoin de connectivité du coup, les véhicules autonomes. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que vraiment de la connectivité, avoir une connectivité parfaite partout, c'est pas si simple que ça. Avoir une capacité de calcul dans le véhicule ou assez proche du véhicule et tout ça, c'est pas si simple que ça. Par contre, ce à quoi je crois beaucoup pour le moment, c'est-à-dire, moi je pense que le level 5, on y sera très rapidement, mais le level 5, on y sera limité à certaines zones. C'est-à-dire, typiquement, je pense que dans quelques années, les bus dans les aéroports seront capables de fonctionner en mode totalement automatique. Parce qu'ils sont dans un aéroport, ils sont dans un environnement normé. Donc je pense que créer des véhicules totalement autonomes dans des environnements normés, c'est assez simple. Arriver à des véhicules autonomes tout le temps, c'est-à-dire qui vont être autonomes sur une route entre guillemets normale, puis qui vont être aussi autonomes quand vous allez à la station du ski à Isola, pour moi c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc on peut dire oui, c'est du level 4, mais c'est du level 4 très amélioré. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez même plus besoin de quelqu'un derrière. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en totale autonomie, sauf que l'autonomie est limitée géographiquement à certains endroits. Mais vous n'avez pas vous auriez plus forcément besoin de paramétrer géographiquement cet endroit. C'est-à-dire en fait, à l'heure actuelle, quand vous avez une navette autonome, généralement, la cartographie de la zone a déjà été faite. Elle a été faite avant de mettre la navette en place. Et entre guillemets, bah, du coup, ça donne un avantage à la navette, c'est qu'elle sait à peu près le chemin qu'elle doit faire et tout ça. Moi, je pense que dans quelques années, tout ça, on n'en aura plus besoin.
On mettra des navettes en place dans les aéroports ou dans les ports et elles seront capables de se déplacer toutes seules. Mais par contre, effectivement, ça sera limité aux grandes villes et aux choses comme ça. Mais voilà, c'est pour ça que Tesla s'est lancé là-dedans sur l'autoroute parce que l'autoroute c'est un environnement très normé avec une certaine vitesse, donc c'est quelque chose d'assez simple à faire. Après, dites-vous bien que plus vous montez dans la difficulté, plus vraiment la marche est très haute. C'est-à-dire que vraiment avoir des voitures qui seraient autonomes pour aller monter au ski dans des conditions extrêmes et tout, ça paraît peu probable dans les 2-3 ans qui arrivent. C'est même quasiment impossible. Que ça le devienne dans les 15-20 ans qui arrivent, sûrement, sûrement. Mais dans les années qui arrivent, là, non. De même que tous ceux qui vous disent que ça paraît peu probable d'être en full autonomie en ville dans les 2-3 années qui arrivent, moi je pense que si. Je pense que si on a les bonnes capacités, les bonnes manières de faire, par contre le problème que vous avez dans les voitures autonomes, c'est qu'en plus d'avoir la qualité des datas pour alimenter votre IA et avoir une voiture qui conduit de façon efficace, vous avez un autre problème, vous avez un problème de légalité et un problème de droit. Et ça, je pense que ça c'est intéressant quand vous investissez dans ce genre de secteur. C'est toujours faire attention à la zone géographique sur laquelle vous investissez pour savoir si l'État et le législateur de la zone en question, il est ouvert à ce genre de technologie. Et en Europe, malheureusement, souvent, on est fermé à la technologie et ça c'est souvent quelque chose de dérangeant pour nos acteurs. Voilà, on peut parler de Navia. Navia, c'est un acteur qui est là depuis très longtemps, qui a fait de l'autonomie depuis très longtemps, qui avait une vision de l'autonomie qui était intéressante pour moi à une certaine époque, je pense. Maintenant, je pense que comparativement à d'autres acteurs, ils sont un peu en retard sur certains points, en avance sur d'autres. Mais c'est surtout la vitesse d'avancement des navettes qui, pour moi, est un problème chez Navia. Mais c'est si Navia a pas percé comme il aurait dû, c'est en partie parce qu'en France, on n'a pas donné à Navia le potentiel et l'espace pour percer comme il aurait dû. Il aurait fallu commander 1000 navettes, les faire déplacer tout le temps et accumuler de la data et mettre de l'argent. Et ça, c'est vrai qu'en Europe, vous le trouverez rarement. Vous avez des petits acteurs qui vont créer voilà, qui vont vendre 10 véhicules, 15 véhicules, qui vont faire un truc avec une ville, mais vous n'avez pas de gros déploiements. Et ça, c'est un problème quand vous voulez faire une innovation de rupture. Généralement, il vous faut des gros déploiements. Beaucoup de spin-off sur le secteur de l'énergie. Oui, oui. Alors là, bah, vous avez la même chose. Dans l'énergie, vous avez beaucoup d'acteurs en fait qui spin-off leurs vieux actifs, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés au pétrole, des nouveaux actifs qui sont liés aux nouvelles énergies. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, les nouvelles énergies sont mieux valorisées que les anciennes, donc ils viennent chercher entre guillemets la création de valeur par le spin-off. Alors, moi j'ai toujours du mal à chercher la création de valeur par le spin-off. Je pense que plus une entreprise est grosse, plus elle a généralement de potentiel, ou sinon c'est vraiment que c'est des technologies très complexes, dures à maîtriser, qui demandent beaucoup d'investissement et qui demandent à ce qu'elles soient extraites de la société mère, parce que la société mère peut pas se permettre de mettre tous ses investissements dans ce genre d'actifs et peut pas se permettre de diluer ses actionnaires de manière aussi forte que le nécessiterait cette nouvelle technologie. Mais c'est jamais simple. C'est jamais simple d'aller se dire on va séparer deux actifs et on va créer plus de valeur. Après, attention, ça peut arriver. Pendant longtemps, eBay et détenait PayPal, on a scindé en deux les actifs, on a créé deux managements distincts et on s'est rendu compte que la création de valeur était beaucoup plus forte parce que les managements étaient beaucoup plus focus sur deux business qui n'étaient pas forcément aussi complémentaires et aussi qu'on le pensait. Il n'y a pas de science exacte. Il n'y a pas de science exacte. Des fois, spinner, c'est pas une bonne chose. Des fois, merger, faire une fusion, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment un truc entreprise par entreprise. Le futur partenariat avec Bolloré peut être intéressant. Oui, oui, non, mais tous les partenariats sont intéressants pour une société. Après, voilà, vous êtes sur un secteur vraiment d'investissement considérable. Hein, ça se chiffre en centaines de millions.
Bolloré, ce qu'il a fait dans l'autonomie, c'est quand même limité. Ça a beau être Bolloré, hein, c'est un mec brillant, mais ce qu'il a fait dans l'autonomie, c'est quand même assez limité. Et ce qu'il a fait avec ses Bluebus, avec sa batterie, c'est assez limité aussi. Il a jamais réussi à faire prendre sa batterie. Il a mis beaucoup d'argent dedans, mais il a jamais réussi à faire prendre. Après, peut-être qu'il y arrivera, hein, mais voilà, c'est assez compliqué. Après, bon, beaucoup de gens parlent de Navia en ce moment. Vous avez beaucoup de gens sur Twitter qui en parlent. Moi, j'ai un peu de mal. J'ai parlé avec le management, j'ai discuté. Voilà. Enfin, c'est l'ancien management, mais pour moi, il y a des limites technologiques assez fortes chez Navia. Et vraiment, ça s'articule autour de la vitesse de la navette. C'est-à-dire, quand on vous dit 30 à 50 km/h, ça vous paraît très rapide, mais regardez, vous montez dans un bus, vous avez souvent des bus qui vont un peu plus vite. Et vous avez ce problème-là. Alors, en agrandissant la taille de la navette, c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez être sur des voies un peu plus dédiées, ce genre de choses, et ça vous donne. C'est sûr qu'à Paris, les bus vont pas autant aussi souvent que ça au-dessus de 50 km/h, donc s'ils sont capables d'aller tout le temps à 30 et d'avoir une certaine taille, ça peut être intéressant et tout. Le problème, c'est est-ce que le logiciel à l'heure actuelle de Navia sera aussi performant sur une architecture d'un bus beaucoup plus large, beaucoup plus grand et tout. C'est pas dit, hein. Des fois, vous imaginez que une IA va marcher de la même manière sur tous les supports, mais en fait, pas du tout. Ça dépend vraiment de la qualité des datas, de la qualité des choses. Quand vous agrandissez la hauteur ou la largeur ou ce genre de choses, bah vous avez d'autres problèmes qui se rentrent en ligne de compte. C'est très très compliqué. Vraiment sur l'industrie automobile, c'est assez compliqué. Mais voilà. Après, c'est une mode en ce moment. Navia, beaucoup de monde en parle. J'espère pour nous que ça sera une très très belle success story. Moi, je crois beaucoup par contre chez Navia et chez tous ces acteurs et tout, c'est la livraison. C'est-à-dire quand vous êtes avec la poste, vous êtes sur des arrêts très fréquents, vous avez un avantage à la livraison, c'est-à-dire que par exemple sur des petites navettes, sur des petites choses comme ça, quand vous êtes un facteur ou quelque chose comme ça, vous avez une capacité de faire la livraison avec la Navia. Et comme vous arrêtez fréquemment, bah, entre guillemets, vous n'avez pas besoin d'aller à 150 km/h. L'avantage de la navette, c'est que vous pouvez mettre beaucoup plus de choses dedans, c'est beaucoup plus sécurisé. Il y a une capacité d'aller livrer des choses de manière un peu plus autonome. C'est-à-dire vous pouvez livrer des entreprises assez efficacement et tout. Il y a des choses intéressantes à faire. Après, vous êtes encore en phase de R&D et vous avez rien de prouvé encore de manière vraiment fréquente où les acteurs du secteur vous diront ouais c'est la meilleure technique, on a essayé beaucoup de techniques et il n'y a pas mieux, il n'existe pas mieux et tout. Ceux qui vous disent par exemple qu'une navette Navia va désenclaver un secteur assez éloigné où c'est pas rentable d'aller mettre un bus, moi je veux bien, hein, mais si vous êtes au fin fond d'un village et que vous êtes à 20 km d'une ville et que votre navette Navia elle va à 30 km/h et qu'il vous faut 40 minutes à chaque fois que vous voulez aller dans la ville, le coût technologique du maintien de la ligne et tout est quand même vachement important pour des trajets qui vont être assez limités et qui en plus vont être assez longs. Donc vous avez des acteurs qui vont préférer leur voiture à prendre la navette. Donc c'est pas simple, hein. Vous êtes vraiment sur... vous voulez prouver l'utilité de ce genre de technologie, c'est vraiment pas très simple. Voilà. Bon du coup, est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Ça fait 1h40, c'est bien. Allez, je vous laisse une minute si vous avez encore une question. Bon, et ben je pense qu'on va s'arrêter là. Encore une fois, merci d'être venu, hein. N'hésitez pas à poser vos questions par mail et tout. Bah, t'inquiète pas, Matt Colly, hein, il y aura le replay sur YouTube, sur Twitch, il se met automatiquement. Sur Twitch, par contre, il reste qu'une semaine. Non, 2 semaines, je crois. Mais sur YouTube, ils sont là, sur la chaîne d'Agora. Vous pouvez y aller, je vous envoie le lien. Le lien de la chaîne, c'est celui-là. Donc vous pouvez aller sur la chaîne, il y a tous mes lives,
et ils resteront à vie. Et voilà, et vous pouvez aller les voir en replay. N'hésitez pas, voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon repas. Et surtout, bah voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des choses, à m'envoyer des liens, à m'envoyer ce genre de choses et tout. Bonne soirée!